Bonjour et bienvenue au balado de Chicks and Machines. Mon nom est Cindy Martin et je suis très contente d'être à ce micro, bien accompagnée comme toujours. Annie. Bonjour Cindy. Ma fidèle Annie. Fidèle, ouais. Comment tu vas? Ben ça va bien, ça va bien. Fidèle à mes habitudes aussi. La grippe. Un petit chat dans la gorge, oui, mais je vous rassure, Bénilin fait de l'argent avec moi à l'année. Oh non, t'en as pas pris avant le balado, là? Un petit peu. Je risque d'être survoltée. Dans ce temps-là, Sans oublier le Red Bull de matin puis les pompes, tout ça mis ensemble, c'est explosif. Bénilin plus la gabière. Ouais. Explosion. Ouais, mais je suis allée avec de la sans alcool. quand même. Mon Dieu, sage, Annie, c'est la première fois. Ben, ça brûle-tu tes mains quand tu la prends? Ben, je suis peut-être allée en enfer. Je sais pas. Bianca Barry, collaboratrice Chicks and Machines, merci d'être là. Ben, ça fait super plaisir. T'es venue de Saint-Michel-des-Saints, t'es venue de loin? Ben oui, je viens tout le temps de loin, mais je vous aime, ça fait que je descends. Et on a deux invités aujourd'hui de la compagnie Advance Sim Racing. Donc, on a Marc-André et Marc-Antoine. Je n'essaie pas de me tromper entre les deux. Marc-André qui est copropriétaire et chef marketing et Marc-Antoine qui est directeur. Marc-Antoine qui a un titre très, très long. Directeur de simulation de course et projet spécial. Bienvenue, les gars. Merci. Salut. Et là, on va starter cette émission-là et on vous parle tout à l'heure. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin, Daimler Chrysler et Blainville Chrysler, La Gabière et Léo Harley-Davidson. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Pour ceux qui ne connaissent pas le balado Chicks and Machines, là, qui viennent de syntoniser ça sur les ondes de BPM Sport, je vous explique un peu. Chicks and Machines, c'est un média qui met les femmes en avant-plan dans les sports motorisés. Et on jase de toutes sortes de sports. Et aujourd'hui, c'est un bel exemple. On va jaser d'automobile, de motoneige, de moto. Mais les gars, hein, vous n'êtes pas en reste. Vous êtes les bienvenus. Et je le sais que vous aimez ça écouter des filles qui parlent de sport motorisé. Hein? C'est un cocktail gagnant, n'est-ce pas, messieurs? Définitivement. D'ailleurs, on va commencer avec vous. Bienvenue. Merci. Merci. J'ai eu la chance d'essayer votre produit parce que vous faites des simulateurs de course chez Porsche, hein, rien de moins. C'était super le fun à essayer, très étonnant aussi, parce que vous êtes reconnu pour faire des simulateurs qui sont très vraisemblable. Et c'est très dur à conduire d'ailleurs. Je n'ai pas été très bonne, mais quand même... T'as l'honnêteté de le dire. Je te lève mon chapeau juste pour ça. C'est peut-être le mousseux aussi, le champagne plutôt. C'est fun avec un simulateur. Tu peux le boire et conduire. Oui, c'est le seul scénario dans lequel... lequel un des avantages. c'est acceptable. J'ai fait un peu de recherche sur votre entreprise, puis j'ai lu qu'elle a été créée premièrement pendant la pandémie. C'est suite à la rencontre en ligne des deux fondateurs, Francis et Nick. Et toi, t'es venu dans la compagnie après avoir réessayé leurs produits. C'est bien ça? Oui, dans le fond, moi, j'ai un peu d'expérience dans l'industrie, mais je connaissais pas vraiment l'entreprise. On m'a mis en contact avec Nick et Francis parce qu'ils avaient besoin d'aide. Pendant la pandémie, l'industrie a vraiment explosé. Là. Ça a été du fois deux à tous les mois. Les gens étaient à la maison, hein? Les gens étaient à la maison, il n'y avait rien à faire, il y avait de l'argent de côté. Fait que moi, j'ai été un peu introduit après, puis c'est une industrie qui m'a toujours fasciné. Je suis à la base un gamer, très peu de char aussi. C'est un peu pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et que toi, tes deux passions, là, ouais, vraiment. sont il n'y a rien de mieux. Non, quand on me dit que tu aurais l'opportunité d'installer des bébelles de jeux vidéo sur des pistes de course pour des pilotes automobiles, moi, dans ma tête, j'étais comme OK, je vais lâcher ma job, puis je vais aller travailler pour ça. C'était une évidence quand même assez importante pour moi, puis c'est comme ça que ça a commencé, puis ça a évolué quand même drastiquement. Énormément. Ouais. En dehors du fait que tu es un gamer puis tu aimes les autos, qu'est-ce qui te fait triper sur ce produit-là? Le fait que c'est fait au Québec. C'est une industrie qui a beaucoup de produits qui viennent d'Europe, qui viennent d'Asie. Les gars, ils ont désigné tout au Québec. Ça a été manufacturé depuis l'inception de l'entreprise, c'est manufacturé au Québec. Ils cherchaient aussi à travailler avec des fournisseurs locaux, des fournisseurs à Saint-Sulpice, des gens ici à Saint-Laurent. Donc, moi, ça m'a interpellé de voir que dans une industrie qui s'en allait quelque part, le Québec, puis des petits gars de chez nous avaient une opportunité de faire leur place. Surtout en temps de pandémie, hein, les produits québécois, on essayait de tous s'entraider. C'est sûr, exactement. Absolument. Puis, Marc-Antoine, le gars avec le long titre. Oui. Toi, qu'est-ce que tu fais exactement chez Advance? En fait, ironiquement, j'ai eu un peu le même parcours que Marc-André, juste 10 ans de moins. C'est-à-dire que j'ai
travaillé chez D-Box. Les deux, on a travaillé à la même compagnie avant de se joindre. D-Box qui est? Oui, D-Box qui est une compagnie qui fait des périphériques qui sont utilisés aussi en simulation de course. On aura la chance d'en discuter un peu plus tard là, dans l'émission, mais c'est une compagnie aussi montréalaise. Puis, en étant un peu déjà dans l'industrie, ça faisait simplement du sens de venir me joindre à leur équipe une fois qu'ils ont pris un peu de place dans le marché, puis qu'il y avait justement de la place pour des nouveaux employés. Mon rôle est vraiment de développer des relations avec des différentes personnes qui sont intéressées par les systèmes, mais également des distributeurs, des partenaires avec qui on peut de s'assurer de développer le plus possible la business pour rendre ça le plus gros possible. Puis il y a énormément de progrès qui a été fait. Avez-vous essayé les filles déjà, des simulateurs comme ça? Oui, à une certaine époque, à Parc Avenue, avait un simulateur de course dans un des petits magasins qu'il avait fait. Puis j'avais essayé ça, puis tu sais, des fois sur des temps libres, on allait là au 10-30, essayer ça, puis c'était vraiment le fun, mais effectivement, moi non plus, j'étais vraiment pas bonne. Non. Bien, moi, j'ai déjà essayé, puis c'est pour ça, hors des ondes, je parlais du simulateur de vol. J'ai déjà essayé un simulateur de vol à Québec Hélicoptère. Puis, mais sauf que là, c'est plus au niveau course automobile. Ouais. Mais on en parlait justement tantôt, tu sais. Mais j'ai déjà fait cet essai-là, puis j'avais déjà eu la chance aussi de piloter un hélicoptère en vrai aussi. Puis de voir les deux, là, c'est comme c'est spécial. Rien de moins. Et puis là, les gars, votre produit, parce que c'est quand même un produit haut de gamme, est-ce qu'il s'adresse juste aux professionnels ou il y a des amateurs qui en font On peut faire le l'achat? côté amateur. Vas-y fort. Une partie de notre business s'adresse aux amateurs, s'adresse à monsieur, madame, tout le monde qui veulent s'équiper à la maison. Ils veulent monter d'une coche leur système de... Exact. Dans le fond, il y a des gens qui jouent PlayStation avec une manette, mais les gens qui veulent commencer à avoir le volant, les pédales, la structure, un siège de course, vont s'équiper progressivement chez nous. Mais on tombe aussi dans une autre catégorie, puis c'est là que Marc-Antoine c'est un bon devient- point ce que tu apportes, c'est que nos systèmes sont vraiment, puis l'industrie as a whole, là, c'est pas juste nous autres, c'est modulaire, c'est-à-dire C'est que... ça, c'est pas juste le système. Non, T'es non. pas obligé d'acheter le système au complet, tu peux acheter exact, des puis morceaux c'est aussi. très, j'ai juste le terme en anglais, là, upgradable, là, tu peux vraiment, tu pars de quelque chose qui est très de base, puis tu peux, au fur et à Faire des mesure, ajouts, exactement, faire des mais ajouts, vraiment. pour revenir au point arcade, on a un aspect, tu sais, 50% de la business est aussi très professionnel, c'est-à-dire qu'on a des vrais pilotes de course pour qui on a développé des solutions, puis c'est des solutions qui coûtent cher, mais qui sont vraiment tellement réalistes, ce qui est probablement ce que vous avez essayé d'ailleurs, qui donne pratiquement la même chose que la réalité, et qui Selon permettent donc... le modèle de voiture aussi. Exactement. Fait que c'est pas juste une voiture, c'est selon le modèle de exact, voiture. c'est un très bon point. Tu peux vraiment choisir exactement. On peut développer une solution en fonction de ce que tu recherches, puis c'est des solutions qui sont utilisées pour de l'entraînement. Là, Comme si, mettons, vous aviez un pilote de F1, ben ça serait Mettons. adapté à sa voiture à lui. Exact. La Mettons. position de conduite est adaptée, le volant est adapté, le rendu sur la suspension du simulateur va être fait pour répliquer ce que lui va ressentir dans son véhicule. Fait on a eu la chance de travailler avec plusieurs pilotes professionnels qui nous ont donné du feedback aussi dans les années. J'imagine que c'est comme ça que vous améliorez aussi. Exactement. Tu sais, on peut pas aujourd'hui prétendre qu'on a conduit une Formule 1, moi ou Marc-Antoine, mais on a travaillé avec... Éventuellement, on aimerait ça. On sait jamais. On aimerait Non, c'est ça. Il boit du Red Bull, fait qu'il a l'impression de faire partie du C'est ça, Red Bull. Exactement. Mais on peut prétendre avec l'expertise qu'on a ramassée dans les dernières années qu'on a assez de feedback, assez d'informations pour répliquer le feeling d'un vrai pilote qui conduit une Porsche, qui conduit une Ferrari, qui conduit une Formule 1. Fait qu'aujourd'hui, quand on arrive chez un nouveau client qui est un pilote professionnel, ben on sait déjà comment configurer son simulateur pour que en une fraction de seconde, il retrouve ses points de repère comme dans son véhicule. Mais la technologie est rendue où à ce niveau-là? Tu sais, là, on parle beaucoup de la réalité augmentée, les casques en 3D, cette chose-là. Est-ce que ça devient aussi quelque chose sur lequel vous travaillez C'est pour faire vraiment- un casque un visuel? Parce qu'on est dans la simulation, c'est vraiment une industrie qui est au devant de toutes ces avancées-là technologiques. Quand il y a des nouveaux morceaux, mettons, des pièces d'ordinateur qui sont utilisées, on est dans les premières industries à bénéficier de ces nouveaux bébelles-là, parce que on peut toujours pousser plus loin. Quand tu parles de VR, en effet, c'est quelque chose qui est définitivement qui existe et qui est très utilisé en simulation de course. Mais aussi, on a des systèmes qui ont 3 écrans, on a des systèmes qui C'était ça, vont... moi, 3 écrans, je pense. Ouais, exact. chez Porsche. Exact. qui vont vraiment pousser les limites de ce qui est disponible en ce moment Exact. en termes de hardware. Puis les gens qui nous écoutent en ce moment, tantôt on parlait pour les particuliers, mais quelqu'un qui veut vraiment
commencer à la base? On parle de combien de milliers de dollars? On peut parler en bas de 1000 $ pour vrai. Il y a des ensembles, il y a des manufacturiers comme Trustmaster qui sont quand même assez connus dans l'industrie que un volant, un pédalier, puis une base, un moteur qui donne un peu le rendu sur le volant, on parle de quoi, 500, 600. Donc, si quelqu'un a déjà sa console de jeux vidéo, s'achète un jeu de course, a déjà son téléviseur, la plupart du monde a une télé à la maison, en bas de 1000 $, on peut commencer à faire de la simulation de course à la maison. C'est somme toute quand même à la base abordable, parce que là, moi, je pensais de centaines de milliers de dollars. Puis, mettons, si on pousse à l'autre bout, là, ça va aller jusqu'à combien? Il n'y a pas de limite. On la cherche encore. Exactement. C'est le portefeuille de vos clients, exact. en fait, la limite. Ce qu'on mentionne, évidemment, on parle à plusieurs clients, on a une très large clientèle à travers le monde, mais un setup professionnel va être partir de 20 000 $ canadiens à peu près, ouais. Mais on est capable d'avoir quelque chose qui a beaucoup de l'allure, un setup complet. À partir de 5 000, on a quelque chose qui n'est pas 100% professionnel, mais plus que justement juste le petit volant et les pédales. On a un vrai châssis, on est vraiment assis à la position adéquate. Puis on n'est pas dans des centaines de milliers là, comme et là, moi, je suis en Europe, je vais vous acheter un système pro. Comment ça fonctionne à partir de là? Vous venez l'installer chez moi? Tu parles à Marc-Antoine en premier. Okay. Une fois que Marc-Antoine t'a convaincu que c'était une bonne idée, on a une liste de pièces, on a une facture. Par exemple, tu conduis une Ferrari, tu es en Italie, on va dire. Nous, on va aller chercher. C'est une bonne idée. C'est bien parti. Ça me va. On va aller drafter en bon français une liste de pièces qui va correspondre à ton véhicule de course. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer, on va tout tester au bureau parce qu'on veut pas arriver en Italie avec une pièce qui fonctionne pas. Donc, on s'entend. Vous faites le simulateur au bureau. On le préfait. Préassemble, teste, on envoie tout en Italie. On s'envoie nous-mêmes en Italie en avion, préférablement, et non en boîte. C'est plate. Oui, c'est quand même plate de passer quelques jours en Italie, mais on s'envoie là-bas, puis c'est un processus qui va prendre 2 jours à peu près. Fait qu'on passe 1 journée et demie à assembler physiquement, configurer l'ordinateur, les périphériques, puis on va passer une demi-journée en coaching. Donc, on va t'asseoir dedans. Formation. Exactement. Wow. De A à Z. C'est quoi le projet le plus fou que vous avez fait jusqu'à maintenant ou sur lequel vous travaillez? Puis vous avez le droit de parler. Ouais, c'est ça. Vas-y, t'en as fait pas mal plus que moi. Le plus fou, on est allé en Arabie Saoudite pour un membre de la famille royale là-bas. Il y a quelqu'un qui est pas revenu. Non, pas vrai. On est encore en train de discuter de sa rançon. Exactement. Non, pour vrai, ça a surprenamment bien été parce qu'on a suivi la liste du protocole de A à Z. Mais on a été appelé par un de nos clients qui est très bien connecté en Arabie Saoudite, nous a référé à un membre de la famille royale, nous a envoyé travailler là-bas pour un simulateur complet. Incroyable. Sans trop savoir c'était pour qui, pour seulement apprendre là-bas, une fois la facture de 71 000 $ payée, que c'était pour sa fille de 14 ans. Ben non! Impossible. Quand les moyens sont là. Hein? C'est ça. Y a pas, en Arabie Saoudite, généralement, les standards et les moyens sont différents. Pas une Toyota. Non, pas du tout. Non, imaginez sa première voiture. C'est ça comme ça. Exact. J'ai tapé l'adresse sur Google Maps. Je pensais que c'était un hôtel à Punta Cana. Mais finalement, c'était la résidence de la famille. Puis on a travaillé dans le sous-sol, à côté du simulateur de course, à côté de tous les jouets imaginables sur la planète Terre. Puis non, ça a surprenamment bien été, mais ça a été casse-cou un peu. Est-ce que vous engagez? Oui, c'est ça. Toujours. Moi, je peux tout aller à l'international, ça va me faire plaisir. C'est bon. Faites-vous des simulateurs moto? Non. Non? C'est très difficile dans l'industrie de recréer ça en ce moment. Je pense que, en ayant travaillé chez D-Box, les deux, on pense probablement à la même chose. Il y en a un qui existe en France, mais c'est pas au niveau de ce qui est possible en simulateur de course automobile en ce moment. C'est pas comme au cinéma quand t'embarques sur la petite moto qui passe à gauche. C'est ça qui est difficile à faire. J'en ai essayé un, moi, de simulateur de track, là. Puis... Écoute, j'ai jamais fait de la track pour vrai, mais tu sais, c'était le fun de savoir le principe, de vraiment pencher sur le côté, à quel point c'est réaliste, parce que je fais de la moto dans la vie, là, à quel point c'est réaliste. C'est ça l'affaire, c'est que c'est facile de faire un arcade. C'est facile de faire un arcade, mais dans notre profession, c'est vraiment une simulation, puis on veut amener ça dans l'entraînement. Ça se fait pas encore, mais c'est définitivement, il y a du monde qui y pense. Les pièces et les technologies existent, il y a juste aucune entreprise, à ma connaissance, qui le fait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez? On a des voyages à faire en Italie. On cherche notre temps. Trop équipé à l'international. Exactement. Et là, à la maison, si on est intéressé à l'essayer ou avoir plus d'informations, faites-vous des événements? Tout à fait. Ben, 2 choses. Premièrement, on va être
au Salon de l'Auto de Québec. OK. Ça reste à confirmer, mais on est en discussion très sérieuse pour être là. On va probablement avoir un booth sur Crescent pour le prochain Grand Prix aussi. Et on a une salle de montre en construction à Anjou. Probablement ouverte au mois de mars. Il y a beaucoup de probablement parce que c'est un gros projet, un gros investissement. On a une salle de montre de 5000 pieds carrés qui est encore vide aujourd'hui. Donc, on travaille fort, mais autour du printemps prochain, on va être opérationnel à Anjou pour une visite chez Advanced Sim Racing. Puis, est-ce que c'est encore le fun de jouer avec une manette? Tu sais, quand t'as essayé ça, là. Oui, ben tu sais, comme il mentionnait, on est tous des gamers at heart, là, on est tous un peu des enthousiastes de jeux vidéo, donc c'est pas parce que tu embarques sur un système comme celui-là que ça ruine tout le reste. C'est pas du tout le cas. Par contre, c'est une expérience qui est complètement différente et qui vient chercher, c'est pratiquement comme si tu étais sur une piste de course. Fait que ça vient chercher une autre partie de la passion. Ben, ça m'amène à penser, mettons qu'on est une gang d'amis puis qu'on se fait installer des simulateurs de course. Mettons qu'on a bien de l'argent de la gang. On peut-tu jouer ensemble, définitivement. Courser les uns contre les autres en réseau? Bien sûr. Il y a des événements aussi, il y a des courseurs qui courent entre eux. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, l'industrie est rendue là. La plus grosse compétition en Europe qui s'appelle le Fanatec World Challenge, SRO pour les familiers. Dans le fond, leur vraie compétition, il y a aussi une extension virtuelle. Fait à la course, mettons à Spa-Francorchamps un week-end, on a aussi la compétition en sim racing avec des simulateurs. Puis il y a des points qui comptent dans le classement officiel. C'est comme si on avait quelqu'un pour le Canadien de Montréal qui jouait au jeu sur le PlayStation, puis s'il gagne, c'est un point au classement pour la LNH. Fait que c'est rendu là dans l'industrie où est-ce que on réplique le circuit officiel avec les simulateurs. Puis dans certaines équipes, un de nos clients d'ailleurs, qui est aussi un gars qui fait de la sim et du pilotage professionnel, fait les deux. Il fait sa compétition, il enlève ses gants, il met ses gants de sim, puis il s'en va faire la compétition au simulateur. C'est ça, c'est tellement rendu similaire que les nouveaux talents, les nouvelles générations de talents qui s'en viennent dans les vraies séries de courses, là, donc mettons la Formule 1, les vrais pilotes sur les vraies courses, dans le temps, ça prenait quelqu'un qui a probablement que tes parents étaient riches parce que ça coûte cher faire du karting quand t'es jeune puis monter dans les séries. Maintenant, les talents sont pas mal plus faciles à aller chercher parce que les autorités sont capables de voir, hey, lui, il joue en ligne puis il est vraiment bon, on va le mettre dans un vrai véhicule. Fait que c'est vraiment rendu intéressant. Exact. La technologie permet ça aujourd'hui. C'est un milieu, la course automobile, où c'est une question d'opportunité. Puis je pense que la simulation de course donne des opportunités à du monde qui n'en aurait pas eu autrement. Exact. On a quelqu'un dans notre équipe qui, dans les bonnes conditions, peut battre pratiquement n'importe quel pilote professionnel sur un simulateur. Jamais fait ça de sa vie, jamais coursé professionnellement. Puis c'est juste que si lui avait été dans les bonnes conditions, probablement conduirait professionnellement aujourd'hui. Talent naturel. Talent naturel, qu'on découvre grâce à ça aujourd'hui. Au Québec, il y a Bertrand Godin, je pense, qui en fait des... Il y en a un très gros simulateur dans son sous-sol, en effet. C'est ça, les vôtres? C'est en partie une pièce, en partie des pièces à nous. Oui. Le casque VR, il vient de nous, son système D-Box aussi. Mais non, on est très familier avec son setup. Je suis allé l'essayer aussi. Très sympathique aussi. Oui, vraiment. Puis, mais c'est ça, ta question m'a amené à une autre question. Est-ce que vous en louez pour des événements? Mettons, comme justement, chez Porsche, c'est un gros événement. Ouais. Vous étiez là. C'est possible, un party de bureau, mettons, avec des moyens. Oui, un party de Chicks and Machines. Définitivement. C'est quelque chose qu'on fait. Puis, tu sais, c'est des systèmes qui sont relativement faciles à opérer. Mais généralement, quand on fait des locations, on a quelqu'un sur place qui aide à l'opération, qui peut coacher aussi, justement. On a du monde à l'interne, comme Marc-André a mentionné, qui sont assez bons. Là, donc, ça devient rapidement une petite compétition durant l'événement. Les gens veulent être meilleurs, donc on a du monde qui sont là pour donner des conseils. J'adore ça. Et un gros merci, les gars, pour rester avec nous de toute façon. Super intéressant. Donc, on peut vous trouver sur Instagram, Advanced Sim Racing, Facebook et partout, TikTok, Twitter. On est partout. On aime ça. Donc, on va prendre une petite pause et quand on va revenir, Annie nous parle d'un sujet intéressant, mais qui peut soulever quand même des émotions. Hein? Oui, effectivement, on garde ça pour Suspense. Nous sommes de retour et pas avec n'importe quel sujet, Annie, puis je suis vraiment curieuse de savoir comment tu vas aborder ça. Ben, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des motards. Et là, les vrais, là. Ben oui, mais tu sais, c'est un sujet qui soulève des passions. Ben les vrais ici, parce qu'en France, les motards, c'est des motocyclistes, mais ici, des motards... C'est ça, mais en fait, partout dans le monde, c'est un terme qui est un peu galvaudé, là, on se le cachera pas. Quand je vais en Europe, puis nous, on dit qu'ici, c'est des motocyclistes parce que le terme motard est péjoratif. Eux, ils trouvent ça bien drôle, des motocyclistes. Et boy, hein, ça fait pas très viril selon eux. Et nous, des motards, on est comme...
C'est ça, tu sais, fait que il y a tout le temps deux côtés à ça, mais on se le cachera pas, puis je suis pas là ici pour faire la promotion des clubs de moto criminalisés, là, aucunement. Je tiens à le préciser. Elle est pas là pour recruter. Non, je suis pas là pour recruter. Non. Mais, tu sais, on en parle souvent. Il y a tellement de films qui ont été faits sur le monde des moteurs, des séries. Tu sais, si je vous pose la question, un film de moteur ou une série où il y a des moteurs. Ouais, c'est pas mal ça, hein, les Mayans, sinon. Fait qu'on en parle beaucoup, mais connaissez-vous l'origine des moteurs? D'où ça vient? Non, mais je pense que tu vas nous l'expliquer. Ben oui, c'est de ça que je veux vous parler. Et là, je rentrerai pas, comme je vous dis, dans les détails là, sur quels clubs font quoi. Je vais laisser ça à Félix Séguin, c'est sa job. moi, je rentre pas journaliste d'enquête, j'y laisse ça. Il n'y a pas de problème. Mais comme je vous le mentionnais, donc, les groupes de motards, les groupes de motos criminalisés, disons-le ici, ça fait beaucoup jaser. Les gens se posent des questions sur qu'est-ce qu'on fait pour rentrer dans un club de moto. Et là, je vous le dis tout de suite, je vous donnerai pas des trucs. Hein? ni des noms pour ça. Mais tout d'abord, la première chose qui unit les clubs de moto, qu'est-ce que c'est selon vous? La moto. Oui, bonne réponse. Non, mais ça peut sembler ça, un les peu... jaquettes de cuir. On en reparle. Ou les grosses bandes. Les franges. Non, mais vous êtes plein de préjugés. Oui. Puis je trouve ça drôle que vous dites ça parce que, c'est ça. Ça fait partie de l'image type, mais c'est plus ce que c'était dans le temps, je te dirais, évidemment. D'où ça vient, les moteurs? Il y en a qui disent que ça vient des années 1903. Un petit peu avec l'avènement des débuts des motos, fin 1800, début 1900, où là, il y avait c'est relié aussi avec les gens de la guerre, aussi les militaires. Il y avait une association de motocyclistes qui existait à New York. Puis après ça, il y en avait une autre aussi qui était comme une petite bande rivale. Finalement, ils se sont jumelés ensemble. Et là, on dit que c'est le premier club de moto, motard, comme on appelle, qui a commencé à exister. Et à l'époque, ça s'appelait l'American Motorcyclist Association. Fait que tu as quoi de plus soft comme nom de club de moto? Donc, on dit que c'est dans les débuts de ça, New York, Brooklyn, où là, il y a eu les premiers clubs de moto. Ensuite de ça, c'est dans les années 1930 où là, il y avait beaucoup de rassemblements de motos, beaucoup d'événements. Et là, il y a un événement qui a marqué le monde de la moto, le monde des clubs de moto, c'est en Californie. Tu sais, on parle souvent, là, quand tu es allé en Californie, où c'est là la mentalité motocycliste est un peu née. On se le cachera pas. Ben oui, la vibe est très... La vibe est là. Ouais, il y a des gens en moto un peu partout. Puis, tu sais, le mélange de vibe de surf, de moto, là, c'est extraordinaire. Donc, il y a une place qui s'appelait Hollister. Est-ce que vous êtes déjà allé installer des simulateurs à Hollister en Californie? Okay. En Californie tout court? En Californie, souvent, mais pas à Hollister particulièrement. Donc, à Hollister, il y avait un rassemblement de motos qui avait lieu en juillet 1947. C'est une petite ville, là, juste pour vous mettre en contexte, là, il y avait 4000 personnes, 4000 habitants dans la ville. Et là, il y a 4000 motocyclistes qui sont débarqués là, dans une ville de 4000 personnes, avec les fameux stéréotypes dont tu me parlais, les vestes de cuir, les barbes, les tatous, le look un peu grunge, déjà pour les années 40, les bombes. Et là, ça a fini en émeute, cette histoire-là. Ça a vraiment dégénéré. Et c'est d'ailleurs le film de Wild One. Tu sais, il y a quelques semaines, je vous ai fait un top 10 des films de moto là, pour garder vous aider à garder la passion, la flamme. Ben, il y a le film de Wild One avec Marlon Brando. C'est inspiré de cet événement-là du côté de Hollister. Donc, les gars de moto débarquent là, ça crée la pagaille. Et là, on dit que c'est à ce moment-là que les clubs de moto ont commencé à vraiment prendre place. Je vous pose une question. Et encore une fois, je vous répète, là, si vous venez de vous joindre à nous, je ne suis pas là pour faire la promotion. Hein? Ni pour recruter, je répète aussi. Mais juste l'éducation, parce que comme je le mentionnais d'entrée de jeu, on en parle beaucoup, mais on ne connaît pas l'origine de certaines choses. Non, mais c'est historique, c'est super intéressant. Il y a souvent, lorsqu'on fait référence au club de moto, on parle du 1%. Oui.
Ça, moi, j'en avais déjà entendu parler, Fait c'était du 1%. Bon, Ouais. donc le 1%, il y a certainement plein de théories là-dessus, mais en fait, ça vient encore à la base du Hollister, ce qui s'est passé là-bas, où les forces de police ont dit que parmi tous les gens qui étaient sur place, il y avait seulement 1% de gens qui ont fait le grabuge. Donc, ça vient de là, le fameux 1%. Je pensais que c'était 1% CAA avec gaz des jeudis. Non, vraiment pas. Donc, le fameux 1%, ça vient de là. Donc, c'est ce qui fait que les gens qui font partie de clubs de moto se disent qu'ils font partie du 1% des gens qui sont un peu plus bad boy, un peu plus tannants, ouais, badass aussi. Il y a d'autres gens qui leur donnent une autre signification, je dirais pas là-dedans dans le 1%, mais quand même, l'origine du 1% est reliée à ce qui s'est passé du côté de Hollister. Moi non plus. Je vous ai dit, j'ai un petit rhume, hein? Je vais prendre une petite gorgée de bière. Ça va me donner un peu de... Un petit boost. Ouais, Un petit boost, puis un petit... La bière sans alcool de la Gabière, ça dit en passant. Qui présente cette chronique sur les moteurs? C'est ça. Ben, en tout cas, il va être content. Le terme qui est galvaudé. Il y a les clubs de moto, il y a les MC et les RC aussi. Donc, Motorcycle Club et RC pour Racing Club. Et on parle de clubs de moto, puis il y a certaines légendes, certaines... Tu sais, c'est pas écrit dans spécifiquement comment ça doit fonctionner, mais tu peux pas te partir un club de moto comme tu le veux, semble-t-il. Mais moi, j'ai une question. Oui. Tu sais, mettons dans Son of Anarchy, là, parce que moi, c'est ma référence. Faut absolument qu'ils puissent rouler une moto pour faire partie du club. Oui. Ça fait partie de la charte. Oui, c'est ça. C'est vrai, ça? Oui. Tu sais, je te dirais, puis ça, vous allez pouvoir, tu sais, il en parle dans tous les documentaires sur le monde des clubs de moto. Tout dépendamment, le club de moto à lequel tu es associé, ben ils ont une charte des valeurs, disons-le ainsi. C'est un peu bizarre à dire, mais quand même. Et de règles à respecter. Et chose certaine, dans certains clubs de moto, la première règle, c'est d'avoir une moto et ça va même jusqu'à spécifier la marque de la moto. C'est-à-dire, exemple, Harley Davidson. Okay. Tu vois, ça, c'était ma prochaine question, parce que c'est ça. Parce tu c'est peux pas pas mal arriver avec des n'importe Harley qu'on laquelle voit, marque dans... C'est ça. Puis, tu sais, il y a quelques années de ça, Willie G. Davidson, il avait fait une sortie médiatique, puis ça nous avait tout mis un peu dans l'embarras, les concessionnaires Harley. C'était sorti, il avait dit que grâce au club de motards, puis il les avait nommés, là, parce que c'est sorti en journal, là, disons-le, les Hells Angels, ben c'est grâce à eux que la compagnie Harley Davidson a été aussi bien mise sur la map puis a pu survivre et à passer à travers toutes ces années-là. Fait que nous, en tant que concessionnaire, on travaillait fort à essayer de se démarquer cette image-là, parce que de nos jours, on se le cachera pas, il y a plus de bandits à cravate que de bandits avec des patchs dans le dos. Là, tu sais, là, soyons honnêtes. Là, oui. Mais, fait qu'il avait fait cette sortie médiatique-là dans le cadre d'un événement qui avait lieu, je pense, aux États-Unis. Puis en plus, il s'en venait faire un tour à Montréal pour le show Harley. Surtout qu'on sait que Harley a quand même eu des années assez difficiles. Ils ont retravaillé très fort leur marque. On le travaille encore. On le travaille encore, mais tu sais, il y a du chemin qui a dû être fait, parce que s'ils le faisaient pas, ils s'en allaient dans un mur carrément. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont été achetés par l'AMF. Ils ont réussi à reprendre leur entreprise dans les années 80, si je me trompe pas. Puis, donc, c'est ça. Fait que cette sortie-là, d'il y a quelques années, là, puis je vous dis, quand ça va faire 8 ans que je travaille pour Léo Harley. Fait que c'était dans mes débuts où je suis comme, OK, nous autres, on travaille fort pour pas se dissocier, parce qu'on se le cachera pas, ça fait quand même partie de notre clientèle, mais de redorer notre blason pour pas faire de mauvais jeux de mots. Identité à vous aussi, avoir votre propre pas être identité associé à ça, là, quand même. Ouais, mais c'est ça. Donc, cette sortie médiatique-là avait fait beaucoup jaser là, chez la plupart des concessionnaires Harley. Puis on était comme, c'est-tu vraiment une bonne chose qu'elle ait dit ça? Puis finalement, ben ça n'a pas eu d'impact négatif nécessairement, mais c'est juste que, tu sais, ça nous avait fait réagir quand même assez beaucoup. Les gars, faites-vous la moto? Non, malheureusement. Non, pas on de a-tu permis un de gars moto. au bureau qui fait de la moto? Probablement. Fait que vous n'êtes pas dans un club de moto, mais c'est par sûr. contre, Non. tu mentionnes moto, c'est probablement Harley qui sort dans la tête de la majorité des gens en premier. Oui. Ils ont fait une bonne job quand même. C'est là-dessus, oui. Puis il y a quelques années... Parlez-en mal, mais parlez-en, ça, Harley l'a compris. Puis, tu sais, je fais le parallèle avec Harley, mais j'ai ouï dire qu'il y a même quelques annes, Indian avait essayé de détrôner un peu dans certains clubs
de moto Harley, puis ça avait jamais passé au conseil. Non, c'était comme ça te prend une Harley Davidson, qu'elle ait 2 roues, 3 roues, ça te prend à ta moto assurément. Sinon, tu sais, pour revenir au 1%, savez-vous combien qu'il y a aux États-Unis seulement de clubs de moto? Non. De motards. Je vous laisse guesser comme ça. Individuels ou des clubs? Des clubs. Après ça, je vais aller dans l'individuel. 18 000. Je vais dire 19 pour être chien. Là, juste au-dessus. Moi, j'ai 17. Juste aux États-Unis, ta réponse? T'as-tu une réponse? Moi, ben, j'irais autour de... je sais pas, le pire. Peut-être une vingtaine. En fait, il y a 500 grands clubs de moto juste aux États-Unis. On fait pas de moto, On s'est emporté, les gars. Puis ils disent que 44 000 personnes aux États-Unis, ça, c'est des chiffres qui datent de peut-être il y a 10 ans. Donc, 44 000 motards vraiment associés à des clubs de moto juste aux États-Unis. Fait que le chiffre a certainement dû augmenter là, avec la sortie des Suns, tout ça, là, ça a dû créer une couple de motards. Ça avait l'air le fun. Fait que là, ils disent que finalement, le 1% n'est plus ce fameux 1%-là. Dans le fond, ça serait presque 2,5% selon le FBI, des gens qui sont maintenant dans les bandes de motards criminalisés. C'est intéressant quand même, hein? On en parle beaucoup, puis on écoute plein de séries là-dessus, mais on connaît pas vraiment l'existence, la provenance de ça. On pensait que c'était peut-être des années 70, les années 60. Évidemment, au Québec, ben c'était pas comme en 1930 nécessairement, mais ça a fait couler beaucoup d'encre là-dessus. Puis je reviens prendre une petite gorgée. Moi puis ma gorge, là, c'est épouvantable. Puis juste, je sais pas si tu vas aborder ce côté-là, mais les femmes là-dedans, elles suivent. C'est ça, hein? C'est vraiment... Il n'y a pas eu dans l'histoire, je sais pas, moi, un genre de... Juste des femmes. Joint ou un genre de club. Il y a des clubs de moto, tu sais, il y a des clubs de moto de femmes, tu sais, puis là, je veux pas mettre toutes les œufs dans le même panier, mais tu sais, exemple, les Litas, c'est un club de moto. Oui, ça n'a rien à voir avec... Non, c'est ça. Mais mettons, il y a aucune femme connue qui a été une membre en règle, mettons. Ben, vite comme ça, je te dirais non, mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, quand on parle de club de moto, ben, je veux, comme je le mentionnais, ça, c'est pas tous des criminels endurcis, là, tu sais, veux pas, là. Mais, tu sais, ce qu'ils font dans leur vie privée, ça les regarde. Mais quand même, ça marque l'imaginaire, ça marque les gens. Puis ici, au Québec, on n'est pas habitué de voir ça. Ou quand on les voit, on est comme un peu resté surpris. Puis il suffit de voyager un petit peu à l'extérieur. Tu sais, j'en ai déjà parlé, exemple, quand je suis allée à Prague, les motards, pour ne pas les nommer, les Hells Angels, faisaient partie du party. Il y avait leur kiosque sur place, s'affiche. Les policiers se faisaient prendre en photo avec eux. C'était comme les enfants, c'était des vedettes, c'était des rockstars. Ouais, c'était particulier. On dirait que je me sens pas bien. Ouais, non, mais c'est... Un petit kiosque des Hells au Festival de Montgolfière, ça tente pas? Au Salon de la moto cette année, hein? Non, mais écoute, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est ça, c'est d'autres mœurs là-bas. C'est pas la même chose qu'ici, ça, c'est certain. Mais somme toute, là, ça va tout le temps être un sujet qui va mais le pire, c'est que moi, passions. ce que j'ai toujours entendu, c'est qu'avec la population, ces gens-là sont adorables. Là. Ben non, mais c'est des gens comme monsieur, madame, tout le monde. Là, je veux dire, ils font leurs petites affaires, comme tu disais. Mais avec la population, là, c'est pas parce qu'on croise un membre en règle qu'on a à avoir peur puis à aller se cacher. Non. Il n'y a pas six guns sur lui. Non, il n'est pas prêt à vous tirer. Souvent, à la base aussi, les clubs de moto, on dit que pour avoir un club de moto, il faut que tu fasses des dons à des œuvres caritatives. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, rendu là, tu sais, s'il y a de la société, certains trucs, tant mieux. Comme je te dis, c'est un sujet quand même épineux. Hein? Oui, mais ça, on sait pas ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut pas. Non, mais c'est ça. Tu sais, ça on fait attention à ce qu'on dit là-dessus. Mais super intéressant, Annie. Un gros merci. C'est un beau flash. Je trouve que ça on va se coucher moins niaiseux, comme on dit. Mais c'est ça. Il faut des journées comme ça. Oui, c'est ça. Alors, portez fièrement vos pattes et vos couleurs. Prendre ta petite gorgée. Merci à la gabière. Elles sont inspirantes et nous poussent et nous poussent à aller plus loin. Bianca nous fait le portrait de quelques femmes à découvrir en revenant. Mais oui, en revenant. C'est ça. OK, bye. Prends une gorgée. Moi aussi, une gorgée.
On est de retour. J'ai repris ma prononciation. Donc, j'ai pris une gorgée, j'ai fait des mi, la. Puis là, ça va bien. Je vais être capable de parler. Et là, c'est pas moi qui va parler, c'est plus Bianca qui va nous parler de femmes inspirantes. Oui, ben oui. Puis, en fait, je commence en vous disant qu'il y a quelques semaines, une semaine ou deux, je suis tombée sur une vidéo exceptionnelle que j'ai regardée sur les réseaux sociaux. Puis ça m'a clairement pas laissée indifférente. Là, je vous dis, je pense que je sais de quelle vidéo tu parles. Ouais, ben écoute, je regardais la vidéo. J'ai quasiment pleuré. Bon, ben peut-être que c'est celle-là. Ben arrêtez de nous titiller, dites-le. Mais c'est ça, je vous dis, moi je la regardais, puis j'en avais la chair de poule. Des bébés chats? Non, c'était clairement pas des bébés chats. Des bébés pogs. Et puis je vais finir par te le dire, c'est quoi la fichue vidéo, mais c'est une vidéo qui m'a inspirée en tant que femme rideuse de motoneige en montagne, puis qui m'a donné envie en même temps, ça m'a donné envie de vous présenter aussi une série de femmes qui sont inspirantes en motoneige hors piste, puis plus particulièrement en montagne. Je suis visiblement pas dans ce top 10-là. Je pense que non. Et la vidéo, tu serais dans le top 10 des filles qui ont fait la plus courte ride de motoneige certainement dans un top 10 des filles qui font les meilleures parties d'après motoneige. Ah, c'est bon. Ça chance d'être là. Mais là, je vais te le dire, c'est quoi la vidéo, Annie? Oui. C'est la vidéo All Access qui a été présentée par la compagnie Ski-Doo. Oui. Et cette vidéo-là, ce sont 4 femmes qui, pendant 2 semaines, vont rider dans les Rocheuses et les glaciers de Val d'Aise en Alaska. T'en parles, puis j'ai encore des frissons. Oui, bien, puis tu sais, Val d'Aise en Alaska, là, si vous n'êtes pas familier, là, c'est vraiment un climat là-bas qui est hostile, puis c'est plus particulièrement des glaciers, puis c'est des Rocheuses et tout ça. Puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les motoneiges pour leur permettre d'accéder à des lignes de descente qui vont descendre en ski alpin puis en planche à neige. Donc, il y a une des membres parmi les 4 qui, elle, c'est vraiment uniquement à motoneige qu'elle va se promener, mais les autres, c'est clairement pour aller trouver des lignes parfaites de descente dans les glaciers puis les rocheuses en ski alpin puis en planche à neige. Mais ça doit être dangereux, là? Oui, effectivement. La motoneige hors piste, surtout quand tu rides dans l'ouest, ça fait partie. Quand tu pars, je l'ai jamais fait, mais j'ai parlé avec des filles et des gars qui le font. Quand tu pars, faut toujours que tu aies en tête que tu sais pas trop ça fait partie effectivement de cette réalité-là. Puis c'est bien que tu apportes ça parce que dans le fond, eux, premièrement, ils vont établir leur camp comme au pied des montagnes. Ils vont camper là pendant 2 semaines dans des tentes. Ils laissent leur motoneige à l'extérieur, puis le matin, ils prennent leur motoneige. Et dans ces 4 filles-là, sont toutes allées chercher des filles qui avaient des compétences et des connaissances différentes. Donc, par exemple, il y avait Tatum Monod, qui, elle, est une skieuse professionnelle, commanditée par Red Bull et tout ça. Là, c'est vraiment une casse-cou. Robin Van Gin, qui est une planchiste, mais qui a aussi des connaissances approfondies en matière de guidage en montagne, qui a des connaissances aussi du phénomène des avalanches et tout ça. Ils avaient avec eux aussi Nadine Overwater, qui est une pro-rider de motoneige en montagne, qui maintenant fait partie depuis l'année dernière de l'équipe Ski-Doo. Et Taylor Godberg, qui, elle, était également une planchiste. Il n'y a pas de gestionnaire de médias sociaux? Non, il n'y avait pas de gestionnaire il y avait toute l'équipe de tournage, par contre, avec eux. Et là, je vous le dis, ce sont des noms à retenir, ces filles-là, si vous voulez aller les suivre sur leurs médias sociaux. Tatum Monod, Robin Van Gin, Nadine Overwater et Taylor Godberg. C'est vraiment des femmes qui sont inspirantes, pas seulement pour ce qu'elles ont fait là, dans le cadre de ce projet-là, mais aussi parce qu'elles font plein d'autres trucs extrêmes puis intéressants dans leur vie. Là, fait qu'elles sont chouettes à suivre. Et je tiens à préciser que ce qui rend cette vidéo-là exceptionnelle, c'est pas le fait que ces exploits-là aient été réalisés par des femmes, c'est simplement le fait que cet exploit-là a été réalisé par des êtres humains. Point. C'est réalisé, point. Exactement. Ça fait que vous soyez un homme ou une femme, je vous invite à aller voir cette vidéo-là, All Access, qui est présentée par Ski-Doo, puis probablement que comme moi, puis comme Cindy, vous allez avoir la chair de poule en la regardant parce qu'il y a des prises de vue là, qui sont incroyables dans cette vidéo-là. Ça me fait penser, les gars, avez-vous des filles qui vous achètent des simulateurs? On parle de femmes dans les sports motorisés. Il y en a ça un peu? Malheureusement, très rare. Très minime, hein? On en a quelques-unes qui souvent vont acheter pour leur chum. C'est des cadeaux. C'est un milieu qui a malheureusement pas assez de femmes en course automobile. Il y a un programme qui existe d'ailleurs de la FIA, de la Fédération internationale automobile, qui s'appelle Women in Motorsport, qui cherche à ramener des jeunes filles
à travers la simulation dans la course automobile. Ah, c'est intéressant, pour ça. trouver justement la prochaine Danica Patrick ou la prochaine talent caché qu'on connaît pas. Je te verrais faire ça, Bianca. Peut-être, qui sait? Mais on en a, c'est pas comme s'il y en a. Quelques-uns. Oui, mais c'est ça, c'est mignon. À part la jeune fille de 14 ans, c'est son Exact, père exact. qui paye ça, c'est une case à part. C'est que là, je continue dans ma liste de femmes inspirantes au niveau de la motoneige de montagne et je m'arrête un instant sur Nadine Overwater qui faisait partie justement de ces 4 femmes-là qui sont allées dans ce périple-là en Alaska. Dans le fond, moi, c'est une femme qui m'a toujours inspirée, je pense, depuis ses débuts là, en tant que rideuse de motoneige en montagne. Puis la plupart d'entre vous, probablement, la connaissiez pas avant qu'elle fasse partie de l'équipe Skidoo, qu'elle soit une des ambassadrices l'année dernière, alors que pourtant, Nadine, elle roule, puis elle excelle dans ce domaine-là depuis des années. Puis même, là, tous les gens qui sont près d'elle disent qu'elle a appris à piloter une motoneige avant de marcher. Là, fait que c'est vraiment... C'est fou à quel point elle a commencé jeune. Puis, elle, c'est une Canadienne. Ça fait que c'est quand même intéressant. Elle fait partie... on la compte parmi nous. Elle a grandi en Alberta, puis elle vit maintenant depuis une quinzaine d'années à Revelstoke, en Colombie-Britannique. Et moi, j'aime tout le temps ça. Vous commencez un petit peu à me connaître, là, les Chicks and Machines. Moi, j'aime ça, ce qui est non conventionnel. J'aime ça, ce qui sort du lot. Puis, elle pratique un métier qui est peu commun chez la femme. Elle possède sa propre entreprise de lutte contre les incendies de forêt. Et en plus d'être consultante en foresterie. Très impressionnant. Je pense que c'est c'est quand même... Non, mais c'est quand même... moi, quand j'ai appris ça... Ouais, c'est ça. Quand j'ai appris ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant, tu sais. Puis je me souviens, puis là, je vais vous raconter un fun fact de ma jeunesse, là, mais à l'époque, je devais avoir peut-être 18 ou 19 ans. Puis... Il y a 5 ans. Ouais, non, ça fait quand même une dizaine d'années. J'attendais toujours avec impatience la sortie du nouveau film de motoneige 509. Je sais pas si ça fait partie de votre enfance, mais pour ceux qui connaissent pas les films de motoneige 509... Les gars, faites-vous de la motoneige après la moto? Je m'essaye. Pas du tout. Je réalise en Je réalise en écoutant les filles parler que la simulation, c'est simple et sécuritaire. Ah, absolument, oui. Mais je vais vous dire d'abord, c'est quoi ce film-là, 509? Là, c'est qu'à chaque année, il sortait un nouveau film dans lequel on suivait une série de pro-riders de motoneige qui chacun faisait comme un petit segment du film. Et dans ces films-là, puis Cindy pourra en témoigner, là, il y avait rarement des femmes à cette époque-là. On recule une dizaine d'années en arrière, là, les femmes qui faisaient de la motoneige de montagne, il y en avait très, très peu. Et à chaque année, dans ce film-là, il y avait une seule femme qui ridait autant que tous les autres hommes qui avaient là et même mieux, et c'était Nadine Overwater. C'est que moi, à l'époque, là, je roulais un MXZ 2008. C'était une motoneige de sentier, là, tout ce qu'il y a de plus classique. Puis j'avais de la misère à la rouler là, parce que je commençais. Puis on va se le dire, j'étais loin de rouler comme Nadine Overwater. Puis j'étais tellement impressionnée de son talent, puis tellement impressionnée de me dire, hey, un jour, là, je pourrais aussi être une femme qui roule dans les montagnes comme ça, puis ça pourrait m'arriver, tu sais, quand je la voyais. Mais c'est pour ça que, tu sais, Chicks and Machines existe, Oui. pour dire aux filles, mais même aux gars, pour dire que vous pouvez le faire aussi. Puis, tu sais, arrêtez de vous mettre des barrières, parce que, regardez, il y en a d'autres qui le font. Exactement. C'est possible pour toi aussi. Puis, des exemples comme ça, heureusement, il y en a de plus en plus, puis ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Oui, absolument. Puis, tu sais, ce qui est marquant chez Nadine, puis je pense que j'écoutais un de vos derniers balados où tu faisais un petit aparté là-dessus, c'est sa simplicité, le fait qu'elle soit aussi sans artifice, puis qu'elle ait su faire sa marque uniquement par son talent brut et pas par autre chose. Parce que, tu sais, C'est quand on parlait des pin-ups. C'est exactement ce balado-là que je référais. Des pin-up et non des pin-ups. Ouais, c'est pin-up. Des punaises enfoncées, la tradition punaises enfoncées. Des punaises enfoncées. C'est exactement ce balado-là que je référais, où tu disais que, tu sais, les femmes ont autant leur place que les hommes dans la pratique des sports professionnels motorisés, mais elles doivent la mériter, là, cette place-là. Ouais. Il faut pas qu'elles l'aient volée à personne, puis il faut pas qu'elles soient là parce qu'elles sont juste jolies au guidon ou au volant d'une machine. En fait, il faut qu'elle l'ait volé à quelqu'un parce
parce qu'elle mérite cette place-là. Oui, c'est ça. Elle a volé Exact. la première place. Exact. Fait que c'est ça qui est intéressant à propos d'elle. Puis, tu sais, justement, ce fait qu'elle inspire les jeunes filles, puis tout ça, ça a fait en sorte qu'elle a décidé de créer la Ninja Sled Camp, qui est un camp qui est comme un bootcamp, si on veut, où ce sont des femmes qui coachent des femmes à faire de la motoneige de montagne. Ça se passe à Revelstoke, en Colombie-Britannique. Oui, parce qu'on le répète souvent, ça fait toute la différence quand tu apprends la motoneige hors piste de te faire enseigner par une femme plutôt qu'un homme, parce Absolument. que les techniques restent sensiblement les mêmes, mais les hommes, par leur force physique, vont quand même pallier à certaines petites choses, absolument. tandis que une fille va te montrer exactement. Puis c'est disponible au Québec aussi, ce genre de cours-là, Oui, cette puis là, Annie, formation-là, tu me tu sais, c'est devances, là là, que faut que je me dépêche à prendre Oui, c'est la ça. Moi, Bianca, je sais que tu avais des filles québécoises à nous présenter, puis il ne reste pas beaucoup de temps, donc vas-y, je veux qu'on en parle. C'est ça. Dans le fond, là, je vous ai beaucoup parlé justement de l'Ouest canadien, puis de Revelstoke et tout ça, mais au Québec, on en a aussi des riders qui sont inspirantes à motoneige de montagne. Je voulais vous parler rapidement de Vanessa Bellé. Je pense on l'a reçue. Vous l'avez reçue. Puis Vanessa Bellé, elle est ambassadrice pour Sport DRC. Puis elle a développé en partenariat avec notre belle Émilie Saint-Laurent, qui est une de nos collaboratrices Chicks and Machines, le camp de filles, qui a justement un peu ce même objectif-là. Tu sais, une femme qui apprend à des femmes les techniques de conduite de motoneige à montagne. Et rapidement, je vous invite à aller la suivre sur ses réseaux sociaux parce que, premièrement, elle est super généreuse de ses conseils, Vanessa. Et aussi, vous pouvez aller voir la page Facebook du camp de filles si vous voulez vous inscrire, voir les dates. Il va avoir lieu cette année parce que là, l'année passée, on avait parlé, malheureusement, il y a eu un petit peu une pandémie, je crois. Oui, c'est ça. Donc, ça a été annulé. Et non seulement elle fait un camp de hors-piste, mais elle fait aussi un camp de sentier pour initier aussi les femmes à la motoneige de sentier parce que c'est vraiment différent. Effectivement. Je vous parle rapidement aussi de Jessie Poirier, alias Poire, parce que sur ses médias sociaux, elle s'appelle Poire. Cette fille-là, elle vit maintenant dans l'Ouest canadien, mais à la base, c'est une Québécoise. Puis on aime ça la suivre parce que non seulement elle est talentueuse à motoneige et à motocross enduro, mais aussi parce qu'elle brise les conventions, elle est rafraîchissante, elle est drôle, puis elle produit du contenu là, qui est vraiment de haute qualité sur ses médias sociaux. Fait que c'est tout le temps agréable de la suivre. Puis petit fait intéressant, là, elle a choisi de rouler une motoneige Lynx en montagne. Puis elle a tellement attiré, justement, la compagnie, elle a su attirer leur attention que c'est elle qu'on retrouve sur la page couverture arrière du magazine Lynx de cette saison-ci. Elle est aussi ambassadrice pour CKX, on la voit souvent. Oui, avec absolument. Je vous parle aussi rapidement de Caroline Beauchamp, qu'on aime la suite. J'ai pu rider avec elle. Ah, ben, écoute. Incroyable. C'est une machine. Oui, c'est ça. Elle est magnifique à voir aller sur sa motoneige. Elle valse avec la motoneige. Pour vrai, c'est un talent pur. Oui, puis ce qui est impressionnant, là, c'est qu'elle a carrément peur de rien. Là. Il n'y a rien qui l'arrête. Rien. Oh oui, c'est ça. Il n'y a rien qui l'arrête. Puis là, petit Q, là, les filles, si vous êtes à l'écoute, manquez pas ça parce que Caroline Beauchamp et Jessie Poirier sont en train de tâter le terrain là, en ce moment sur leurs médias sociaux puis sur les différentes pages là, de partage de filles et tout ça pour donner des cliniques cet hiver. Justement de motoneige à montagne. Ils vont faire un partenariat les deux ensemble. Ça fait que si vous avez la chance, allez sur leurs médias sociaux, manifestez votre intérêt, dites que vous en voulez, dites aussi où est-ce que vous seriez intéressé à aller suivre ces cliniques-là, parce que clairement, là, c'est une occasion à ne pas manquer. Là. Vous ne pouvez pas manquer votre chance de rider avec ces deux filles-là, Caroline Beauchamp. Oui, c'est ça. Et Jessie Poirier. Ça ne tardera pas. Avec le froid dehors. Je termine par une dernière fille, parce qu'on a encore un petit minute de temps. Oui, t'as le temps. Je termine par une dernière fille qui, elle, fait pas nécessairement de la motoneige de montagne, mais qui a été beaucoup connue pour faire de la compétition en snowcross, qui est Mégane Brodeur. Puis je crois que cette femme-là est plus tellement à présenter, là, parce que quand on remporte 3 fois la première place du championnat professionnel féminin de snowcross Amsoil à seulement 22 ans, quand même. Je pense que nos preuves sont plus nécessairement à faire à ce niveau-là. Non, c'est un nom qui est connu dans l'industrie. Exact. Puis tu sais, ce qui est impressionnant de Mégane, c'est qu'elle a dû faire preuve d'une détermination puis d'une discipline hors du commun pour arriver à
à remporter tous ces championnats-là en si peu de temps, tu sais, à seulement 22 ans, dans le fond. Et aujourd'hui, ben, elle a arrêté la compétition pour se consacrer à ses projets scolaires, mais ça l'empêche pas de faire de la moto, de la motoneige, tout ça. On espère, évidemment. Mais, puis c'est ça, fait que je vous invite à aller la suivre sur ses médias sociaux parce qu'elle fait aussi beaucoup de beaux contenus, puis même on peut la voir dernièrement dans les vidéos de Skidoo, puis dans certaines publicités pour Skidoo qu'elle a fait dernièrement. Elle travaille pour BRP, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est encore une fois là, une femme super impliquée dans le domaine. Un exactement. Gros merci, Bianca. Ça vous a-tu donné le goût? Définitivement. Hein? Ça vous tente d'aller vous acheter une motoneige? Il y a moins de risque d'avalanche quand t'es dans ton salon sur le simulateur, mais quand même, un peu d'adrénaline. Fait que dans le fond, je vous reviendrai parce que là, la belle Nadine Overwater dont je vous parlais tantôt, ben là, j'ai comme cassé mon petit cochon. Puis, je m'en vais à la Nina Sled Camp cet hiver à Revelstoke. C'est que on va te réinviter. Oui, je vous redonnerai des nouvelles de ça. Je sens que je vais être mis gravement à l'épreuve, mais je vais essayer de vous revenir. J'espère. Oui, reviens, surtout, reviens. Hey, un gros merci, Annie. Ça fait plaisir. De nous avoir éduqués sur les motards. Oui, ben peut-être que je reviendrai pas au prochain podcast. Bianca, merci de nous avoir fait découvrir ces femmes-là. On va mettre, on va justement les taguer dans l'application pour que les gens aillent les suivre. Oui, absolument. Les gars, merci, super intéressant. Écoute, Ouais. Prochaine fois, on vient vous visiter puis on essaye vos simulateurs. Donc, je vous invite à vous reploguer une petite dernière fois. Là. Vous avez un petit 15 secondes. Où est-ce qu'on peut vous suivre? AdvancedSimRacing.com. On est sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Plein de plateformes que j'oublie, mais on est partout. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Maxime Shea à la réalisation. Merci à BPM Sport. Hein, on est dans leurs locaux aujourd'hui. Merci à nos partenaires, Daimler Chrysler, Blainville Chrysler, La Gabière, Léo Harley-Davidson, Can-Am sur route, la route au féminin. Et merci à la maison de nous écouter, commenter, liker, partager. C'est notre paye. On est toujours contents. On répond à vos commentaires. Si vous avez des idées de sujets, des questions, n'hésitez pas. On est là pour ça. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir été là. Cheers! Moi, j'ai une idée pour vous, un simulateur d'orgasme. Ça pourrait être